Bon, salut tout le monde. J'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pas du tout mon genre à la base, mais la vérité c'est que je tiens plus le coup du tout. Euh, et je voudrais adresser cette vidéo directement à la ministre du Logement du gouvernement d'Emmanuel Macron. Elle s'appelle Emmanuelle Wargon, donc c'est à vous que je m'adresse. Euh, des gens vivent chez moi depuis 1 an et demi maintenant, et j'ai gagné mon procès au mois de novembre dernier. Euh, cette voleuse qui est chez moi a était reconnue coupable de tous les chefs d'accusation portés contre elle. Je devais récupérer mon appartement au 1er mars 2021. Votre décision, pour moi, elle est catastrophique. Vous avez décidé de reculer la période hivernale au 1er juin. Mes huissiers m'ont confirmé que la raison pour laquelle on ne pouvait pas les mettre dehors avant, c'est parce qu'il faut rester humain, qu'il fait froid dehors, c'est vrai que 10 degrés, c'est insupportable, et qu'on devait reloger les gens avant de les expulser. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 1 an et demi? Dites-moi. Si j'ai pas la famille, si j'ai pas les amis, toutes les portes sont fermées et moi je peux crever la gueule ouverte dehors. Les histoires de ce genre, elles se multiplient, on n'arrête pas de voir des reportages à la télé sur les propriétaires qui sont abusés par des locataires qui payent pas, par des gens qui rentrent par effraction et qui élisent domicile chez les autres. Qu'est-ce qui se passe pour les gens comme moi? Qu'est-ce qui se passe pour les propriétaires honnêtes, qui respectent les règles, qui vont voir la justice et pour appeler au secours? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Moi, mon plus profond regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir engagé des gros balaises pour aller les foutre dehors manu militari. C'est ça mon plus gros regret, parce que j'ai plus confiance en la justice, parce que j'ai pas confiance en vous, mademoiselle Wargon, ou madame Wargon, j'ai pas confiance en vous. Ce que vous venez de faire, pour moi, c'est presque un acte criminel. Pour moi, vous êtes aussi criminel que les gens qui vivent chez moi. En attendant, les gens qui vivent chez moi, ils ont volé ma vie. Ils ont volé mon argent, ils ont volé mes murs. Et avec mon argent, ils développent leur projet, ils développent leur vie. Le mec qui vit chez moi et qui a été blanchi juste parce qu'on n'a pas sa pièce d'identité. Et puis, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il est en train de développer sa carrière de rappeur. Il est en train de produire des clips qui valent une fortune. Avec mon argent, avec ma vie. Et moi, pendant ce temps-là, je fais quoi? Je crève la gueule ouverte. C'est ça la vérité. Si j'ai pas mes amis, si j'ai pas ma famille, je suis dehors. Je suis dehors et c'est ça la France. La France, c'est ce gouvernement qui favorise les voleurs et les escrocs. C'est ça, en fait, la France. Et moi, la vérité, c'est que je tiens plus. C'est que je tiens plus. J'ai pleuré pendant je sais pas combien de temps, là, avant de faire cette vidéo. On doit faire quoi, en fait, pour être respecté? On doit faire quoi pour ressentir un minimum d'honneur? on, Bienvenue pour ces troisièmes éditions des rencontres de la propriété immobilière. Aujourd'hui, on va aborder, vous l'avez vu, la question du squat, des expulsions, de l'occupation un peu illégale de logements avec nos invités. Nous accueillons Arnaud de Roquefeuille, qui est administrateur de biens, membre du conseil d'administration de la Chambre des propriétaires du Grand Paris. Nous accueillons aussi Maître Armel Josserand, avocat consultant à la Chambre, et Maître Orlane Gautheron, huissier et consultante à la Chambre des propriétaires du Grand Paris. Moi, je me présente, je m'appelle Pierre Autus, je suis directeur général de la fédération UNPI, à laquelle la Chambre des propriétaires du Grand Paris est adhérente. Je vais animer cette émission avec ces professionnels, et suite à ce témoignage qui est effectivement poignant, qui nous touche tous, nous qui connaissons bien le quotidien des propriétaires, et ce propriétaire qui est pas l'archétype du propriétaire qu'on imagine, un peu âgé, riche, et qui serait nanti ou rentier, comme on a pu l'entendre de la part des politiques il y a quelques années, mais un jeune qui est intermittent du spectacle, qui a investi dans un bien, dans un endroit où tout le monde n'aurait pas forcément envie d'investir, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est en Seine-Saint-Denis. Et donc, il se retrouve avec une procédure longue pour expulser ses locataires qui ne payent pas le loyer. On imagine assez bien d'ailleurs l'état dans lequel doit être le logement et l'état dans lequel il va le récupérer, puisque souvent ces occupations de logement sont accompagnées de dégradations. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi, comment il peut s'en sortir, et dans la situation actuelle où on a annoncé une trêve hivernale prolongée de 2 mois, ce qui a été le cas l'année dernière aussi, suivi ensuite
par des obligations de relogement durant l'été pour les recours à la force publique qui étaient prononcés, l'obligation de reloger, trouver une solution de relogement pour le locataire, essayer de comprendre et de faire la part des choses évidemment entre le contexte sanitaire qui nous occupe, qui nous préoccupe, de ne pas ajouter de la misère à la misère. Et d'ailleurs, la Fédération NPI avait soutenu le premier report en pleine crise de 2020, au mois de mars, de la trêve hivernale. Mais aujourd'hui, il semble que ça suffise, et que les propriétaires ne peuvent plus assumer ces reports constants, surtout à l'issue d'une procédure longue ou même en cas de squat. Alors je fais un bref rappel sur la question du squat qui a commencé dans les médias récemment, en 2015. On est venu en fait préciser un certain nombre de choses dans la loi. Je vous laisserai revenir dessus. Puis la loi ASAP qui est intervenue il y a quelques mois et qui est entrée en vigueur il y a quelques semaines pour entériner en réalité des choses qui étaient déjà décidées par la Cour de cassation, qui existaient déjà, et donc ça nous interroge sur en fait l'application de la loi et les instructions qui sont données au préfet pour donner le recours à la force publique et mettre fin à ces pratiques terribles de squat qui sont différentes de la situation des expulsions locatives, mais qui sont liées dans l'application réelle de la loi et la protection des droits des propriétaires qui se retrouvent complètement spoliés et qui perdent ce droit de propriété pourtant constitutionnellement protégé. Je vais donner la parole à Arnaud Droquefeuille pour réagir à la situation de ce jeune homme et puis plus globalement sur l'occupation illégale de logements. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, ce témoignage est assez poignant, mais il faut essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. Alors effectivement, un squat, moi je dirais comment éviter les squats. Il faudrait d'abord voir comment peut-on squatter un appartement. Alors je ne vais pas donner ici des conseils pour squatter un appartement, mais je fais une petite recherche sur Internet. C'est assez surprenant de voir le mode d'emploi du squatteur, les erreurs à ne pas commettre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors je dirais avant toute chose, pour éviter un squat, qu'est-ce qu'il faut? Parce que je vais plutôt parler de comment éviter un squat. Je laisserai à deux autres personnes qui sont là, avocats et huissiers, d'expliquer comment faire quand on est squatté. Moi, je dirais comment faire pour ne pas être squatté. Donc déjà, regardez le mode d'emploi sur Internet. Comment squatter? Il y a le manuel du parfait petit squatteur. Et effectivement, on découvre différentes astuces pour les squatteurs. C'est autant d'informations pour un propriétaire bailleur, comment ne pas se faire squatter. Moi, je pense que tout d'abord, c'est une question de bon sens. Il y a un appartement, je parlerai essentiellement des appartements locatifs, donc essentiellement des appartements qui sont vacants entre deux locataires, entre un locataire sortant et un locataire entrant. Généralement, il peut se passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire plus. Et que faire? Bon, déjà, une question d'évidence, un appartement au rez-de-chaussée, on ferme les volets. Un appartement au 2e étage, on ne ferme pas les volets, parce que si on ferme les volets, on attire l'attention. Après, effectivement, le locataire qui part, il va résilier son abonnement à l'électricité. Moi, j'aurais tendance à dire, surtout ne pas laisser un abonnement qui peut être pris par n'importe qui, par un squatteur, parce qu'effectivement, d'après ce que j'ai compris, l'abonnement à l'électricité, c'est un début de preuve comme quoi le squatteur est résident depuis un certain temps. Donc, si le locataire entrant n'a pas tout de suite souscrit un abonnement à l'électricité, surtout ne pas hésiter à en prendre un pour éviter. Voilà, donc l'idée c'est de donner un minimum de chance aux squatteurs. Après, effectivement, moi j'ai tendance à dire entre deux relocations, un appartement est vide, il n'y a rien à voler. Mais qu'est-ce qu'il y a à voler? Justement l'appartement. Donc on peut intervenir entre deux locations, soit pour faire des travaux. Dans ce cas-là, je dis aux artisans, surtout fermez à la clé l'appartement le soir quand vous partez. Il n'y a rien à voler dans l'appartement, si ce n'est que l'appartement est à voler. Pareil pour mes collaborateurs qui font des visites de relocation, je leur dis, vous fermez à clé, vous fermez les fenêtres, vous vérifiez, on est responsable de l'appartement, on est civilement responsable, s'il se passe quoi que ce soit, le propriétaire pourrait se retourner contre nous. Voilà, c'est quelques petites astuces de bon sens. Après, effectivement, moi j'ai eu 2 expériences, enfin une malheureuse parce qu'il s'est bien terminé, puis une autre expérience où effectivement j'ai tout évité pour que l'appartement se squatte. À savoir, j'ai entre deux locations, je signe un bail,
avec une prise d'effet du bail 1 mois et demi après. Qu'est-ce que je m'aperçois? Que sur le palier de l'appartement juste en face a une porte anti-squat. Donc forcément, ça attire l'œil du locataire entrant. Je savais qu'il y avait eu des squatteurs, mais ils avaient été délogés, je les rassure là-dessus. Ma grosse surprise, c'est qu'15 jours après, l'appartement, malgré la porte anti-squat, a été re-squatté. Voilà. Et moi, sachant qu'effectivement, j'avais un appartement qui était vide parce que le locataire ne devait pas rentrer avant 1 mois, sachant qu'il y avait une serrure qui était plutôt vétuste, première chose que j'ai fait remplacer la serrure. Je me suis dit, vu l'extérieur, on peut voir s'il y a de la lumière ou pas. J'ai posé une lampe avec un minuteur pour que tous les soirs, entre 20h et 23h45, il y ait la lumière, pour faire croire qu'il y a du monde. Et effectivement, au final, tout s'est passé. Donc, il y a des petites astuces également à faire comme ça. Après, j'ai vécu quand même une expérience assez cocasse. J'ai récupéré un immeuble en gestion qui était géré précédemment par un bailleur directement. Il me confie les clés, entre autres, d'un appartement qui était vide depuis déjà 3-4 mois parce qu'il y avait eu un dégât des eaux et on ne pouvait pas refaire les peintures tant que les peintures n'étaient pas sèches. Donc cet appartement est resté vide pendant un certain temps. Je repassais régulièrement dans l'appartement, voir si effectivement on pouvait entamer les peintures, voir si le taux d'humidité avait baissé. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Une fois, je rentre dans l'appartement et je tombe sur un appartement occupé. Alors, pas de façon bourgeoise, hein, c'était vraiment le squat, quoi, des matelas partout, un foutoir pas possible, comme vous pouvez imaginer. Bien évidemment, je repars aussitôt, je ne voulais pas croiser non plus ces squatteurs, ce n'est pas une question de vouloir se défendre ou quoi que ce soit, je ne vais pas rentrer en conflit, je prends des photos et je me dis que faire? 2 possibilités, porter plainte. Alors, il y a toujours le délai de 48 heures, l'occupation, quoi que ce soit. Enfin, je ne voulais pas prendre risque. Je me dis peut-être venir avec un serrurier et remplacer la serrure, mais pour tomber en face de ces squatteurs, même si le serrurier était un peu costaud, ce n'est pas une chose que je souhaitais. Et en fin de compte, l'affaire s'est réglée tout seul. Une semaine après, je reviens pour voir ce qu'il en était. De loin, je croise le voisin qui me dit « Mais monsieur de Roquefeuille, vous savez, il n'y a plus de squatteurs. » J'ai dit « Comment ça ?» Ben oui, le GIGN est intervenu il y a 3 jours parce qu'effectivement, c'était un repère de trafiquants. Donc là, je n'ai pas eu de problème. Les squatteurs sont restés 15 jours, 3 semaines, et d'une certaine manière, c'était un moindre mal. Autant vous dire qu'on a récupéré l'appartement dans un état pas possible. Le GIGN est intervenu masqué non pas par rapport à la crise sanitaire, mais avec des casques, des masques de protection, gilets pare-balles, béliers, enfoncer la porte. Ils ont tout arraché pour voir s'il n'y avait pas des caches de drogue ou de stupéfiants. Et au final, j'ai pu récupérer l'appartement dans un état lamentable. Alors malheureusement, tout le monde ne peut pas faire appel au GIGN pour expulser des locataires indélicats ou des squatteurs, tout simplement. C'est important ce que vous dites parce que vous faisiez bien la distinction entre le local qui est vacant et qui jusqu'ici n'est pas protégé en réalité par la loi, et le local d'habitation qui serait défini comme un domicile. Et en réalité, le domicile a une acception assez large. Même une occupation de façon occasionnelle permet de dire que c'est son domicile, et donc les résidences secondaires rentrent dans le champ d'exclusion de ces fameuses 48 heures, et progressivement de 2015 jusqu'à la loi ASAP et une proposition de loi déposée par Dominique Estrosi Sassone en ce moment au Sénat, dont l'UNPI, à laquelle l'UNPI a contribué directement dans des auditions parlementaires, veut encore ouvrir davantage et préciser vraiment la loi pour que tout local vacant et même tout terrain, puisqu'il y a les cas des gens du voyage, toute propriété privée occupée illégalement rentre dans le champ d'application. Et cette proposition de loi, son deuxième versant, c'est les sanctions. Vous parliez du serrurier un peu costaud qui pouvait vous aider peut-être à solutionner vous-même le problème, mais les propriétaires qui solutionnent eux-mêmes leurs problèmes, et ça faut le dire aux gens qui nous écoutent, risquent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, alors même que le squatteur ne risquait qu'1 an et 15 000 € d'amende. Donc cette proposition de loi veut rééquilibrer un peu les forces en présence et surtout donner le concours de la force publique beaucoup plus rapidement, de manière plus automatique et plus fort, mais c'est pas encore voté. Mais la loi qui a été votée récemment, la loi ASAP, est simplement venue entériner ce que disait déjà la Cour de cassation, et vous me confirmerez tous, vous qui êtes des professionnels du secteur, effectivement, la loi est floue.
Et c'est là-dessus que les squatteurs, sur ce sur quoi les squatteurs s'appuient. Qu'est-ce qui nous a apporté, qu'est-ce que la loi ASAP nous a apporté sur la question du squat, et qu'est-ce que ça nous interroge sur la question, comme chez monsieur, des expulsions locatives dans l'application de la loi réelle sur le terrain, et la complaisance de certains préfets ou moins de leur service à ne pas donner le recours parce que voilà, motif impérieux, parce que résidence secondaire, non pas forcément utile pour le propriétaire, etc., etc. Qu'est-ce qui a changé, maître? Alors, juste à titre d'introduction, s'agissant du témoignage de ce jeune homme, il y a quand même quelque chose qui me trouble, c'est qu'il semblerait que la décision qui a été rendue, qui lui est favorable, n'a pas admis l'idée qu'une expulsion puisse intervenir en période hivernale. Ce qui tente à me faire penser qu'on n'est pas exactement dans le squat. Parce que pour qu'il y ait squat, et ça c'est un élément fondamental, on ne peut considérer qu'il y a squat qu'à partir du moment où il y a une entrée par voie de fait, par rétraction. Ce qui veut dire que par exemple, si quelqu'un rentre alors que la fenêtre est ouverte, eh bien, il n'est pas du tout certain qu'on puisse considérer que c'est un squat. Donc, vous voyez un peu la difficulté de la situation. Alors, vous avez tout à fait raison, parce que dans le cas dont les squatteurs étaient expulsés par le GIGN, j'ai oublié de préciser que j'avais pu rentrer dans l'appartement pour vérifier si la peinture était sèche ou pas, pour faire les travaux. Et j'étais rentré dans l'appartement, c'est-à-dire la clé que j'avais, c'était la clé de la serrure. Ce qui s'était passé en fin de compte, pour expliquer un petit peu, c'est que le locataire sortant, qui était parti 4 mois avant, qui était en litige avec le propriétaire, n'avait rendu lors de l'état de lieu de sortie qu'une seule clé. Lorsqu'à l'état de lieu d'entrée, il en avait 3. Il s'avérait qu'en fin de compte, les squatteurs, c'était des amis de l'ancien locataire. C'est le voisin qui l'a confirmé. Donc changer les barrières. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, moi maintenant, effectivement, à l'état de lieu de sortie, on me rend qu'une seule clé, ou 2 sur 3, il en manque 1 ou 2. Je change le cylindre, voire la serrure, que je refacture bien évidemment au locataire, parce qu'effectivement, ce n'est pas le prix de la serrure, c'est pas le prix de la clé, c'est le prix de la serrure et le prix du squat. Pour être certain qu'effectivement, il ne puisse pas y avoir comme ça des entrées sans voie de fait, et à ce moment-là, on n'est pas dans le cas d'un squat. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit, parce que je sais que régulièrement, quand on me consulte, on me dit ah, on est squatté, on est squatté. Malheureusement, ça ne peut pas recevoir la qualification de squat dès lors qu'il n'y a pas d'entrée par voie de fait. Alors maintenant, par rapport effectivement à ces dispositions législatives de la loi dite ASAP, comme accélération et simplification de l'action publique, on s'interroge toujours sur le sens de ces mots, enfin peu importe. On aime bien les acronymes. Oui, un peu, ouais. Bon, et en fait, les modifications sont les suivantes. Tout d'abord, effectivement, dorénavant, en principe, la notion de domicile a été étendue, puisqu'il n'y a pas que le domicile stricto sensu, il y a également la résidence secondaire, résidence occasionnelle. Ces deux notions ont été acceptées par le législateur. Deuxième point, la procédure est censée avoir été accélérée. Je dis censée parce que, malheureusement, comme souvent, les modalités pratiques de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions sont un peu floues. Il y a des incertitudes. Alors, le processus qui est en vigueur aujourd'hui, vous découvrez un squat dans un appartement qui est soit votre domicile, soit votre résidence secondaire. Il faut pouvoir justifier que c'est votre domicile ou votre résidence secondaire. Donc, titre de propriété, il n'est pas certain qu'on se balade tous avec notre titre de propriété dès qu'on sort de chez soi. Bon. Facture, électricité, etc. Ou même bail quand c'est un locataire qui se fait squatter. Bien sûr, parce que ça peut concerner effectivement aussi les locataires, puisqu'ils ont leur domicile dans un local. Et là encore, on ne se balade pas tous avec notre bail quand on est locataire. Bon. On est en PDF maintenant. Alors voilà, donc on réussit quand même à établir ceci. Il faut se rendre au commissariat de police pour déposer plainte pour violation de domicile, à l'aide notamment de ces documents qui établissent qu'effectivement, c'est bien l'endroit où l'on habite. Par la suite, il faut faire constater par le commissariat de police, enfin un OPJ, un officier de police judiciaire, que notre domicile, résidence secondaire, etc., est squatté. Voilà, donc tout ça doit se faire évidemment très vite, parce que on a le plaignant à 24 heures pour saisir le préfet.
Et c'est là où moi, j'arrive toujours pas à savoir comment on fait. J'ai fait un certain nombre de recherches sur le sujet. J'en ai parlé à des huissiers également, puisque l'huissier est une partie très importante dans l'expulsion. En réalité, c'est lui qui diligente l'expulsion pratiquement, c'est pas l'avocat. L'avocat, il obtient des titres, mais c'est pas lui qui fait qui mène la procédure d'expulsion. Eh bien, comment saisit-on le préfet? Est-ce que le fait de se rendre au commissariat vaut saisie du préfet? Lequel commissariat remonterait au préfet? Est-ce qu'on envoie une lettre commandée? Mais enfin, le problème de la lettre commandée, vous le savez comme moi, c'est qu'on sait quand ça part, c'est pas toujours quand ça arrive, c'est pas qu'on puisse dire. Est-ce qu'on se rend en préfecture? En principe, en ce moment, non, à cause des mesures Covid, parce qu'il faut prendre un rendez-vous. Donc, concrètement, là, il y a une incertitude. Dans ces conditions, bah, écoutez, à mon avis, il faut tout faire et puis saisir le préfet comme on peut et le plus vite possible. À la suite de quoi, le préfet a... Je peux vous poser une question. Comment on fait pour saisir le préfet? Mais c'est ça. Non, mais dites-moi concrètement comment on fait. Alors, à ce moment-là, le conseil que je donnerais, c'est de demander aux commissaires, aux officiers de police judiciaire, puisqu'en principe, ils doivent répondre quand même aux ordres du préfet, donc de faire remonter l'information. Et parallèlement, pour être sûr, hein, vous savez, ceinture et bretelles, moi-même, je ferai envoyer une lettre commandée avec accusé à réception, un mail, je téléphonerai, parce qu'une fois de plus, on est tenu par les délais. Par l'huissier même. Et effectivement, ça peut aussi également être mandater un huissier qui se rendrait à la préfecture. Bon, enfin, il faut tout balayer, toutes les possibilités pour être absolument sûr que le préfet effectivement est saisi. À ce moment-là, le préfet lui-même a un délai pour répondre qui est court, c'est 48 heures. Il a 48 heures pour répondre. Alors après, sa réponse, eh bien, il a le choix. Soit, alors il peut ne rien répondre. Ça équivaut à un refus. Soit il vous répond, mais il peut vous répondre de façon positive, tant mieux. Il est d'accord avec vous, effectivement, il y a un squat, il faut l'expulser. Soit il estime qu'il y a des motifs impérieux d'intérêt général, exemple, un trouble à l'ordre public, qui empêchent l'expulsion. Alors, dans l'hypothèse où il ne répond pas, ou bien dans l'hypothèse où il refuse, vous avez le droit de contester la décision rendue par le préfet devant le tribunal administratif, en estimant qu'effectivement, sa décision soit n'est pas motivée, soit est insuffisamment motivée ou n'est pas justifiée. Mais évidemment, là, on part dans une procédure dont on ne sait pas exactement quand elle s'achèvera, et alors qu'on est quand même en principe dans l'urgence. Est-ce que le propriétaire peut demander, comme pour les expulsions locatives à ce moment-là, une indemnisation due au refus du préfet? Ah, moi je le ferai. Est-ce que ça rentre dans le même champ que les expulsions locatives ou c'est une procédure à part? Ce serait dans la même procédure, parce qu'à partir du moment où le préfet vous refuse, en réalité, l'équivalent du concours de la force publique, oui. C'est cela, eh bien, on demande une indemnisation. Donc là, effectivement, on est en droit de la demander parce qu'en attendant, votre domicile est occupé. Oui. Donc, il doit y avoir des dommages et intérêts. D'accord. Ben, moi, ce que je voulais vous faire dire, c'est qu'on se situe sur le champ des dommages et intérêts et pas du remboursement du loyer ou des indemnités d'occupation. Non, ce sont des dommages d'un bail qui serait résolu. Voilà. Non, ce sont des dommages d'intérêt dont effectivement l'évaluation, si vous êtes propriétaire, sera laissée à l'appréciation du juge, évidemment en lui fournissant des justificatifs, des équivalents, des évaluations, etc. S'agissant de la perte de valeur, de la perte d'occupation, perte de jouissance en réalité. Alors ça peut être fait, par exemple, si vous êtes obligé d'habiter ailleurs et que vous louez, à ce moment-là, ce sera le loyer que vous payez qui sera effectivement qui constituera une partie des dommages et intérêts, effectivement, qui seront complétés par les dommages à réparer si les locaux sont dégradés au moment de la sortie. Alors on va prendre l'hypothèse la meilleure, c'est que le préfet donc vous estime qu'effectivement c'est justifié, que l'expulsion doit intervenir au plus vite. Et à ce moment-là, il envoie une mise en demeure, alors je ne sais pas sous quelle forme, c'est pas précisé, une mise en demeure au squatteur de quitter les lieux sous 24 heures. Donc vous avez vu, 24 heures, 48 heures, de nouveau 24 heures, au maximum, puisque ça, évidemment les délais peuvent être réduits. Alors je me permets de vous interrompre, les 24 heures, ça n'est pas à partir du moment où le bien est squatté, mais à partir du moment où le propriétaire a connaissance du squat, les premiers 24 heures. Alors, c'est là où les choses ne sont pas encore tout à fait précises, parce qu'effectivement, longtemps, il fallait le faire à partir du moment où
le squat commençait, mais tout un chacun... Ça a été supprimé. C'est devenu une infraction continue dans le temps et donc ça a été supprimé. C'est ça. Tant mieux. Petit à petit, la loi vient à changer les choses sans vraiment s'atteler au cœur du problème qui est l'application de l'expulsion, de la sortie et de la récupération du bien par le propriétaire. Il y a un problème de base qu'on retrouve à plein de niveaux, c'est la protection du droit de propriété. Exactement. De façon plus globale. Mais ça, c'est un autre débat, on pourrait en faire une conférence spéciale. Sans problème. Et si donc le squatteur n'a pas quitté les lieux au bout de ces 24 heures de mise en demeure par le préfet, eh bien c'est là où le préfet, sans délai, c'est les termes de la loi, sans délai, le préfet demande l'intervention de la force publique et procède à l'expulsion. Et alors là, la question se pose de savoir si l'huissier est présent ou pas, parce que lorsque les squatteurs sortent, il doit y avoir quand même un état des lieux, s'il y a eu des dégradations. Il vaut mieux faire un constat d'huissier à ce moment-là, bien sûr. Donc il faudrait qu'il y ait un huissier qui soit présent. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le préfet qui demande à l'huissier d'être présent? Est-ce que c'est au propriétaire, ça? Alors justement, nous avons la chance d'avoir un huissier de justice avec nous, Maître Gouton. Que ce soit dans la procédure sur le squat ou la procédure des expulsions locatives, pour refaire écho à la vidéo qu'on a pu voir de ce jeune investisseur qui n'est pas le jeune entrepreneur qu'on a vu dans certaines autres vidéos roulant en berline de luxe, etc., qui lui n'est pas un vrai propriétaire à mon sens. Comment ça se passe justement au moment de la récupération du bien? Alors l'huissier intervient au début, quand il y a les impayés de loyer, le commandement de payer, etc. Bon, il y a tout le processus, mais au moment de la récupération du bien, le propriétaire obtient une décision de justice. Oui. Donc plaçons-nous dans le cas justement d'un impayé de loyer qui donne jusqu'à l'expulsion et le recours à la force publique par le juge. Oui. Comment se situe l'huissier de justice à ce moment-là pour faire exécuter le recours à la force publique? Est-ce qu'il accompagne le propriétaire et la force publique justement pour évacuer les lieux? Est-ce qu'il a encore un intérêt, et j'imagine que oui, dans la récupération du bien, parce que souvent ça s'accompagne de dégradations importantes des locaux et qui nécessitent du coup des travaux. Comment se situe ce professionnel qui est central dans ces procédures? Il a une place primordiale dès le départ des difficultés. En fait, je peux vous comparer, si vous voulez, la situation du squat et la situation des loyers impayés. Finalement, on a deux situations quand même différentes. Sur le squat, la première des choses que nous pouvons faire, nous, huissiers, c'est de constater l'occupation du local d'habitation, de l'appartement. Donc, on se rend sur place. Un avocat peut procéder à une requête auprès d'un magistrat de façon à ce qu'une ordonnance soit rendue et nous autorise à nous déplacer, à nous rendre sur les lieux et, si nécessaire, avec le concours de la force publique, avec un serrurier, de pouvoir accéder à l'intérieur du logement. Donc ça, c'est une première chose que nous pouvons faire sur une première phase, j'allais dire en phase amiable, avant titre exécutoire. Donc on se déplace et on récupère l'identité des squatteurs. Parce que si vous voulez assigner des squatteurs en expulsion, c'est déjà quand même important de savoir identifier qui sont les gens qui sont dans cet appartement. Une petite question, le squatteur, s'il ne vous donne pas son identité, comment vous faites? On a des possibilités, nous, le magistrat nous autorise dans son ordonnance de procéder à une enquête de premier ordre dans l'appartement et de récupérer des documents qui peuvent être personnels. Et la police qui nous accompagne demande une carte d'identité des personnes. Sincèrement, j'ai jamais eu de difficulté en pratique. Les gens nous communiquent leurs identités. Une fois que j'ai l'identité, quand je suis donc face à un squat, donc squat, c'est un occupant qui n'a jamais souscrit un contrat et qui n'a jamais été autorisé à être dans cet appartement, donc il est entré en effet par voie de fait, par effraction ou manœuvre ou menace, ça peut être aussi autre chose, mais en tout cas, on est vraiment sur un squat. Une fois que j'ai ces informations, l'avocat va reprendre la main et lui va titrer, aller devant le juge des contentieux de la procédure de la protection aujourd'hui auprès du tribunal judiciaire et il va être rendu une ordonnance qui va me permettre à moi de procéder à l'expulsion du squatteur.
puisque dans cette ordonnance, il sera indiqué que la personne identifiée X par intermédiaire de mon constat sur ordonnance préalable doit quitter les lieux. Il faut savoir, et c'est très important, qu'une fois que j'ai signifié cette ordonnance, donc ce titre exécutoire qui me permet de procéder à l'expulsion, je n'ai pas à garantir mon délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux, qui est un principe de base quand j'ai un locataire qui est en impayé en effet et qui lui aussi devient occupant sans droit ni titre parce qu'il ne paye plus ses loyers. C'est là qu'on distingue vraiment le squat pour moi du locataire lambda qui devient occupant sans droit ni titre suite à la résiliation du contrat de bail. Là, on n'est pas sur une résiliation de contrat de bail, on est sur une personne qui est là et qui doit partir le plus vite possible. Donc 2 choses sont très importantes à retenir. D'une part, je n'ai pas un délai de 2 mois à respecter suite à mon commandement de quitter les lieux, mais je n'ai qu'un délai de 48 heures, ce qui est totalement différent. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante et qui en effet vient un petit peu contredire les dires de cette personne qui est intervenue en vidéo, c'est que je n'ai pas de trêve hivernale, je le répète, je n'ai pas de trêve hivernale accordée en cas de squat. Ce qui veut dire que moi, quand j'ai une ordonnance, et j'ai le cas en ce moment à Paris, j'ai donc une ordonnance qui m'a été rendue par le JCP. J'ai du mal avec la nouvelle. Et voilà. Et suite à cette ordonnance, j'ai signifié ordonnance avec commandement de quitter les lieux sous 48 heures. J'ai donc 48 heures après, je suis retournée sur les lieux pour éventuellement reprendre définitivement le local puisqu'ils étaient censés être partis. Je communique avec les gens qui sont à l'intérieur. Donc 48 heures après, ils ne sont pas partis. J'ai donc procédé à une sommation interpellative avec une sommation de bien vouloir quitter les lieux immédiatement, sans délai. Néanmoins, quand je me déplace, je suis donc seule, moi, huissier de justice, et je n'ai pas le concours de la force publique. Donc je suis en discussion et en pourparlers avec le squatteur pour qu'il parte le plus vite possible. Je lui explique la décision qui a été rendue, je lui explique la situation pour qu'il comprenne, et je lui explique aussi le danger et les suites s'il ne quitte pas les lieux, parce qu'évidemment, plus on attend et plus... Donc je lui explique un peu la situation en cas de refus. En parallèle, je rentre à l'étude et la première chose que je fais, c'est que je vais sur Explox et par voie dématérialisée, nous, les huissiers de justice, on a une possibilité de procéder à une requête pour obtenir le concours de la force publique. J'ai besoin de main forte et j'ai besoin aussi d'éviter des problèmes d'ordre public, donc j'ai besoin d'avoir la police avec moi. Je procède à cette réquisition. J'ai un formalisme, évidemment, donc je leur communique le dispositif de ma décision, le commandement de quitter les lieux, je leur communique la signification également de l'ordonnance et ma tentative d'expulsion ou la difficulté que j'ai rencontrée pour donc moi-même procéder à l'expulsion sous les 48 heures qui étaient les 48 heures du commandement de quitter les lieux. Le préfet, j'envoie ça donc au préfet de Paris, et cette notification, elle peut durer, en matière de squat, sincèrement, c'est très rapide, concrètement, mais la décision et ce concours, j'attends un délai de 2 mois. Si je n'ai pas de retour 2 mois plus tard, c'est un refus tacite, donc là, on part sur une indemnisation de l'État. Mais sincèrement, en matière de squat, j'ai toujours un retour du préfet de Paris qui nous prête main forte. On a toujours un concours. Donc là, j'en suis à cette étape-là concrètement sur mon squat. Et j'ai en fait tout simplement la police qui va prendre contact avec moi très rapidement, qui va me demander des renseignements concrets pour qu'on puisse procéder de la meilleure manière qui soit à cette expulsion. On convient ensemble d'un rendez-vous dans les meilleurs délais. Et enfin, avec ce concours de force publique, j'interviens aussi avec un serrurier. Je procède à l'expulsion concrètement. Je change les serrures. La plupart du temps, on pose en effet une porte anti-squat pour éviter d'avoir une réintégration, parce que même un squatteur peut réintégrer. Donc on fait en sorte de sécuriser au maximum l'appartement. Il m'est déjà arrivé de murer des fenêtres. Donc oui, on a tout un tas
il faut vérifier que tout soit sécurisé. Néanmoins, cette procédure d'expulsion du squat, je la trouve quand même relativement rapide à partir du moment où j'ai 48 heures après mon titre exécutoire signifié, cumulé avec un concours de force publique qui m'est donné dans les 15 jours, puisque je n'ai pas de trêve hivernale. Voilà, donc ça, c'est l'énorme différence entre un squatteur et entre un locataire qui va se retrouver en situation d'impayé, qui va se retrouver avec un problème d'attestation d'assurance, pour qui on va vouloir résilier un contrat de bail. C'est totalement différent. Voilà. Après, je pense que cette loi d'ASAP, en effet, elle ne fait pas intervenir les huissiers de justice. J'ai l'impression qu'elle est venue mettre en avant les résidences secondaires, parce qu'on avait tendance à distinguer trop fortement la résidence principale et la résidence secondaire. Ce n'est pas à juste titre, justement, parce que la Cour de cassation avait déjà pris des décisions dans la chambre criminelle de disant que c'était un endroit où on avait même très occasionnellement l'habitude d'aller. C'est une violation de domicile, voilà. C'est un domicile privé. Pour moi, on n'a pas à faire de différence entre une résidence principale et secondaire. Qu'est-ce qu'une résidence principale et secondaire? Voilà, c'est très compliqué. Il faut les mettre dans le même panier, de toute façon. La loi est venue entériner quelque chose qui était déjà de jurisprudence. Après, moi, j'ai des problèmes de squat sur des chantiers en cours, parce que les chantiers sont arrêtés pour une raison ou une autre, sur des immeubles entiers, et puis d'un coup on se retrouve avec des squatteurs. On n'a pas que le local d'habitation, on a aussi des squatteurs dans des garages. À Paris, on voit des choses assez Alors justement, il y a une distinction importante qui est pas solutionnée encore, et peut-être va être solutionnée si la proposition de loi portée par Dominique Estrosi Sassone, qui est une sénatrice de Nice, qui veut apporter cette idée que tous les locaux squattés, quels qu'ils soient, et que ce ne soit pas seulement de l'habitation, donc les garages, donc les locaux commerciaux. On a eu le cas avec le petit Cambodge, ça ne s'invente pas quand même. Le petit Cambodge qui a déjà subi une histoire terrible, qui était en travaux, qui a été squatté et dégradé, il faut quand même le dire, par des gens qui avaient des revendications qui sont les leurs, qu'on partage ou pas, mais on peut se dire que voilà, les propriétaires ou même les locataires justement de ce local n'avaient pas besoin de ça en plus, avec des revendications souvent un peu particulières. Et donc, cette proposition de loi va peut-être déboucher, on l'espère, la Fédération des propriétaires, dont était membre la Chambre du Grand Paris, l'UNPI, a été auditionné, un certain nombre de choses ont été ajoutées, dont cette idée d'ouvrir à tous les locaux, et pourquoi pas jusqu'au terrain, puisqu'il y a aussi les squats de terrain. C'est un sujet que les maires de communes connaissent très bien, parce qu'avec les gens du voyage, ils ont toujours des difficultés. Moi, je suis de Champagne-Ardenne, enfin Grand Est maintenant, et au moment où il y a les saisonniers qui arrivent pour les vendanges, c'est le casse-tête pour trouver des terrains à tous ces gens qui viennent travailler et qui ont besoin de solutions. Et les rêves partis, c'est un squat ou... À l'heure actuelle, c'est une occupation illégale de terrain. Il arrive qu'il y ait une autorisation qui soit donnée. Voilà. Ça dépend de mais que, en fait, au final, c'est pas... Non, mais une rêve partie, bien évidemment, illégal. Illégal, c'est un squat. Oui, c'est un squat, bien sûr. Il m'est arrivé d'expulser un squat de gens du voyage. D'accord. Sur un terrain où devait être organisé... c'était du tir à l'arc, je crois. Enfin, il y avait toute une organisation, un week-end festif pour la mairie. Et donc, ils se sont retrouvés coincés puisqu'ils ne pouvaient pas organiser leur week-end de jeu et de tir à l'arc, étant donné que des gens du voyage étaient venus occuper le terrain. Alors, il faut comprendre quand même que nous, huissiers, on expulse tout type de squat, que ce soit un garage, que ce soit une cave, que ce soit donc les gens du voyage, et les choses vont très vite, on se met en lien très rapidement. Il suffit en fait que j'ai un titre exécutoire qui me permette d'expulser, mais on peut avoir une assignation heure à heure, on a des cas d'urgence comme ça où les avocats ont toutes les compétences pour nous délivrer, pour nous fournir un titre exécutoire dans les meilleurs délais, et de façon à ce que moi après je poursuive ma procédure d'expulsion. Une fois de plus, je suis sur du squat, donc je signifie l'ordonnance aux gens du voyage, c'est ce qui avait été le cas, j'avais signifié l'acte à un des représentants de cette communauté, et puis on avait procédé au commandement de quitter les lieux, toujours pareil, on leur avait laissé un délai de 48 heures.
Et les choses se sont bien passées. Il a quand même fallu que je revienne avec le concours de la force publique aussi, mais quand je suis venue avec la police, on n'a pas eu besoin d'être très nombreux. Ils ont compris. On a attendu gentiment que toutes les caravanes et les camions puissent partir. Et puis, ils ont pu faire leur fête et puis leur jeu et leur tir à l'arc. Donc, les choses se sont quand même bien passées. Le maire était ravi et voilà, tout s'est bien terminé. C'est vrai que par moments, ça peut faire très peur, mais il faut bien comprendre que les expulsions de squat sont toutes réalisables dans les meilleurs délais, que peu importe le mois de l'année, on arrive à trouver des solutions. Il faut juste penser à appeler un huissier de justice pour déjà constater l'occupation illégale et puis penser rapidement à prendre attache avec un avocat pour la rédaction d'une assignation ou une requête. Je crois que c'est quand même l'info principale qu'il faut retenir de cette conférence, de cette discussion. C'est d'une part la prévention, vous le disiez très bien, il y a des méthodes pour prévenir, éviter les locaux vacants, faire en sorte que les portes soient bien fermées, les fenêtres aussi, fermer les volets au rez-de-chaussée, pas forcément au premier étage, on l'a bien compris. Donc ça c'est tout le volet préventif, d'être attentif assez bien, y passer régulièrement quand il y a des travaux, etc. Et puis il y a la phase curative, si je puis dire, à bien rentrer dans les bonnes procédures et donc le conseil le plus important, c'est d'être bien entouré. Donc, venez dans les chambres de propriétaires. Il y en a partout en France, il y en a une à Paris, rue de Longchamp. Il y a des professionnels qui donnent un peu de leur temps, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous aider. Des avocats, des huissiers de justice, des administrateurs de biens, des juristes, tout simplement. Et donc, ça, c'est très important d'être bien entouré pour bien faire les choses, pour récupérer son bien. Alors, j'aurais une dernière chose à dire, c'est que le rôle des chambres est très important. Parce que grâce à ça, les droits, notamment le droit de propriété, est défendu. Et aujourd'hui, ça n'est pas rien. J'ai un dossier en ce moment hallucinant, alors qu'il ne se passe pas à Paris, où j'ai obtenu des décisions qui ont prononcé l'expulsion. Toutes les décisions à la suite de la saisie du juge de l'exécution, tout est positif, tout est en faveur de mon client. Mais on n'arrive pas à obtenir l'expulsion. Pourquoi ? Parce que le préfet retient la force de l'ordre, alors même que par écrit, il a accordé la puissance publique. L'huissier se prépare et la veille de l'intervention, le préfet, la force publique appelle l'huissier en lui disant qu'il ne l'assistera pas. Tout ça n'est pas écrit. Et ça, c'est absolument inaudible pour un propriétaire, c'est inaudible pour n'importe qui d'ailleurs. Mais pour personne. Même quand les décisions sont prises, même quand il y a tout ce qu'il faut, ça ne fonctionne pas. Exactement. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un squat là. On est dans le cadre d'un locataire qui est occupant sans droit ni titre. Non, oui, c'est ça, occupant sans droit ni titre, mais enfin, c'est une Par contre, alors je suis en effet amenée, moi, à voir ce type de situation. Je vois tout à fait de quoi vous parlez. J'ai le cas, la plupart du temps, en fait, donc j'obtiens en effet le concours à la force publique. On prépare notre intervention, on se met d'accord avec la police pour une date et une heure d'intervention. On précise en effet l'expulsion. Et puis, il m'arrive en effet d'avoir un appel et on me dit au dernier moment c'est pas possible, tout simplement parce que il est sur certains logements et sur certaines expulsions, on est amené à expulser des enfants, des familles. Ah oui, alors et à partir du moment où j'ai un enfant ou alors une situation particulière d'une personne très âgée, etc., et que je n'ai pas de relogement, enfin je n'ai pas, la préfecture n'est pas en capacité de me fournir un autre logement, puisque après moi le jour de l'expulsion, je donne une adresse qui m'a été fournie par la préfecture pour que la personne puisse être relogée. Ça peut être quelque chose de temporaire comme une chambre d'hôtel, ou ça peut être aussi un relogement qui a été trouvé, voilà, ça ok. N'empêche qu'il m'arrive en effet d'avoir cette difficulté-là, qui est très difficile en effet à digérer pour un propriétaire ou pour le requérant, en tout cas à cette action d'expulsion, parce qu'on est dans cette incompréhension et nous-mêmes, huissiers, nous sommes quand même soumis à ce concours de force publique qu'on obtient, et puis ce manque de logement, de relogement, avec des difficultés liées par moment donc à des enfants. Et en fait, présent dans les lieux. Et c'est là où on bascule sur l'aspect politique des choses, parce que dans mon cas, en fait, je sais pertinemment pourquoi le préfet recule tout le temps. Il invoque le trouble à l'ordre public, parce qu'en fait, dans cette dans cette ville, il y a une mairie qui est très marquée politiquement, et il y a notamment des associations qui sont très actives, qui sont l'association d'Allo, pour ne pas la citer, qui effectivement font une très très grosse pression
Et donc, dans la mesure où il n'y a pas de relogement pour l'instant proposé, eh bien, le préfet préfère refuser d'accorder la fonction publique, alors même que par écrit, il l'a accordé. Alors, Ouais. c'est une transition toute faite pour le dernier point que je souhaitais aborder avec vous, si vous le voulez bien. C'est d'une part répondre à ce monsieur qui se retrouve, lui, dans une situation d'expulsion locative, si on a bien compris. Il a mis fin en bas, il a eu la décision du juge, le recours à la force publique, il est en trêve hivernale, il pensait pouvoir récupérer son logement à l'issue de la trêve hivernale, et patatras, contexte sanitaire, politique, etc., la ministre du Logement annonce un report de 2 mois de cette trêve hivernale, ce qui reporte d'autant sa capacité à récupérer son logement, si tant est que le préfet, d'ailleurs, donne le recours à la force publique, qui réponde dans son délai de 2 mois, qui l'indemnise si tant est qu'il soit d'accord d'indemniser le propriétaire et que le propriétaire ne doive pas faire encore une procédure en tribunal administratif pour avoir son indemnisation. La ministre présente demain, mercredi, une ordonnance visant à prolonger cette trêve hivernale. Il est prévu que cette trêve hivernale prolongée sur ces 2 mois, il y ait une indemnisation automatique, rapide, des propriétaires pour ces 2 mois. Pour tous les propriétaires qui auraient obtenu le recours à la force publique, évidemment. Donc cela vient inscrire quelque chose de nouveau quand même, c'est-à-dire d'indemniser des propriétaires qui ne peuvent pas récupérer leur logement pendant une trêve hivernale. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, les propriétaires sont indemnisés si le recours à la force publique n'est pas donné hors trêve hivernale, et même si ça se poursuit après, mais pendant la trêve hivernale, si on a une décision en novembre, jusqu'à la fin de la trêve hivernale, on n'est pas indemnisé, puisque l'indemnisation ne vient pas en compensation du loyer qui n'est pas payé, mais vient dans l'incapacité ou la non-volonté, l'absence de volonté du préfet de donner le recours à la force publique. Donc c'est ça qu'on vient indemniser aux propriétaires. Donc ce monsieur, bon, a priori, mais on revient toujours à l'application sur le terrain. Est-ce que les propriétaires vont vraiment bien être indemnisés? L'année dernière, Julien de Normandie avait prolongé la trêve hivernale, puis avait mis en place l'obligation de reloger les locataires qui se faisaient expulser à partir de la mi-juillet jusqu'à la trêve hivernale suivante. Mais dans les faits, on a quand même un certain nombre de cas de propriétaires qui nous disent « Non, moi j'ai été indemnisé qu'à partir du 11 juillet ». Et donc, le ministre n'a pas tenu parole, entre guillemets. En tout cas, le préfet n'a pas appliqué la volonté du ministre. C'est pourquoi on a demandé d'ailleurs une ordonnance, une circulaire qui a été envoyée aux préfectures, signée par le ministre de l'Intérieur, je crois le ministre de la Justice et le ministre du Logement, la ministre du Logement, pour faire appliquer la loi dans le cas des squats, et que les propriétaires puissent récupérer sereinement leur logement. On n'a pas le contenu de cette circulaire, mais on peut penser que ça peut fonctionner. On parlait tout à l'heure de personnes qui ne sont pas expulsées en dernière minute parce que justement il y a des enfants, etc. Si je peux conclure comme ça, c'est que la trêve hivernale n'a absolument aucun sens en France à partir du moment où collectivement on a la capacité à reloger les gens. Et c'est un peu ce qu'on défend à l'UNPI et c'est ce qu'on a porté auprès d'un député qui s'appelle Monsieur Desmoulins, qui a fait un rapport récemment sur ces questions d'expulsion locative. C'est de dire, en réalité, si on avait dans les 3 mois ou 6 mois grand maximum la capacité à trouver des solutions de logement à des gens qui sont en difficulté dans leur logement, qui ont un accident de la vie et qui sont de bonne foi ou à la frontière entre la bonne foi et la situation inférieure et qui ne sont pas définitivement de mauvaise foi, qui dégradent le logement, qui font tout, comme pour ce monsieur qu'on a vu en vidéo, pour profiter de la situation où ce sont des gens solvables, eh bien, la question des trêves hivernales ne se poserait pas, et la question des expulsions locatives ne se poserait pas non plus, et le préfet ne devrait pas chercher à allonger les procédures parce qu'il n'a pas de solution de relogement pour ces gens. Donc, plutôt que de faire reposer la situation sur un particulier comme ce monsieur, c'est plutôt quelque chose d'envergure de solidarité nationale, d'effort collectif, de définition du parc social
Parc HLM, quel est son rôle là-dedans pour reloger les gens, comment on oblige aussi les gens à accepter une solution de relogement quand ils sont dans une situation périlleuse, en difficulté dans le logement. Et donc tout cela fait partie d'une réflexion qui est en cours, mais dont les propriétaires ont peine à trouver les solutions, parce que sur le terrain, il n'y a pas de ruissellement, pour reprendre une expression à la mode, de ruissellement des décisions qu'on imagine dans notre administration, dans nos ministères, dans nos fédérations, et sur le terrain, concrètement, ça ne fonctionne pas. Donc voilà où on en est sur ces situations-là. J'espère que ce monsieur va trouver une solution, récupérer son logement prochainement, obtenir peut-être des dommages d'intérêt, des indemnisations de ces gens qui sont solvables, qui vont pouvoir rembourser les loyers impayés pendant 2 ans. Et en tout cas, s'il ne connaît pas les chambres de propriétaires, il est le bienvenu dans toutes les chambres de propriétaires. On l'aidera à trouver les professionnels qui pourront l'accompagner, même l'aider dans ses démarches. Et je pense que c'est là tout notre rôle dans la défense du droit de propriété et des propriétaires en France. Merci à vous d'être intervenu pour cette troisième rencontre, troisième édition des rencontres de la propriété immobilière. Et puis nous vous retrouverons prochainement pour une nouvelle conférence. Merci.